Le 20 mai 1940, les premiers prisonniers arrivent au nouveau camp de concentration établi par les SS à la périphérie d'Oswiecim. Ce qui a commencé comme une installation temporaire est rapidement devenu un élément clé du système de répression nazi. Auschwitz ne figurait pas sur les cartes touristiques, mais chaque jour, des trains transportant des centaines de personnes arrivaient directement au cœur du complexe, entre clôtures électrifiées et cheminées actives. Aucun touriste n'est venu. Les prisonniers sont venus. Le voyage a été le premier filtre. Des voitures sans fenêtres, sans eau, sans siège. À l'intérieur, entre 80 et 120 personnes restaient debout pendant des jours. À l'arrivée, il n'y avait pas de registre civil. Une seule main indique la gauche ou la droite, travail ou élimination. Comment fonctionnait réellement la machine d'extermination? Que montrent ces images qui n'ont jamais été montrées auparavant? Et pourquoi sont-ils restés si longtemps hors de la vue du public? Auschwitz, le camp devenu un piège mortel. Au printemps 1940, alors que l'Allemagne nazie consolidait son contrôle sur la Pologne, les autorités du Reich transformèrent une ancienne caserne militaire polonaise à la périphérie de la ville d'Oswiecim, en ce qui allait devenir le plus grand complexe industriel de la mort de l'histoire moderne. L'emplacement d'Auschwitz n'est pas dû au hasard. Dans le sud-ouest de la Pologne, dans une région rebaptisée Haute-Silésie par les occupants, cette situation offrait des avantages logistiques cruciaux, proximité de nœuds ferroviaires importants, isolement suffisant des grands centres urbains et infrastructures préexistantes adaptables aux objectifs du Reich. Ce qui a commencé comme un camp pour prisonniers politiques polonais allait évoluer vers un système de 3 camps interconnectés, conçus pour la détention, le travail forcé et finalement l'extermination systématique. Le système ferroviaire est devenu l'artère principale de la machine de mort. Des convois partaient de gares à travers l'Europe, chargés de centaines de personnes qui ignoraient leur véritable destination. Les wagons, conçus à l'origine pour transporter du bétail ou du fret, manquaient de sièges, de fenêtres fonctionnelles ou d'installations sanitaires. Chacun d'eux abritait entre 80 et 120 personnes, contraintes de rester debout pendant des voyages qui pouvaient durer jusqu'à 10 jours. Au cours de ces voyages infernaux, la soif, la faim et le manque d'aération devinrent des tourments progressifs. Les températures extrêmes amplifiaient les souffrances, une chaleur étouffante en été provoquant une déshydratation sévère, un froid glacial en hiver provoquant une hypothermie. Les récits des survivants décrivent comment les malades, les personnes âgées ou les jeunes enfants mouraient souvent pendant le voyage, obligeant les autres passagers à partager l'espace avec les cadavres jusqu'à ce qu'ils atteignent le camp. La dernière étape du voyage s'est terminée à la Judenrampe, une plateforme de déchargement située entre Auschwitz I et Birkenau. À partir de 1944, avec l'expansion des chemins de fer, les trains arrivèrent directement à l'intérieur de Birkenau, accélérant ainsi le processus d'extermination. Le moment de l'arrivée a été immortalisé par des photographies prises par les SS. Des visages confus et épuisés scrutant à travers les petites ouvertures des wagons un paysage de barbelés et de tours de guet. L'atterrissage fut une scène de chaos contrôlé. Alors que les portes s'ouvraient, des officiers SS accompagnés de chiens de berger allemands qui aboyaient violemment criaient des ordres en allemand. « Raus, schnell, sortez, vite !» Les prisonniers, désorientés après des jours d'obscurité, de faim et de soif, se sont retrouvés en titubant dans un monde d'uniformes noirs, d'armes et de violence. La première séparation s'est produite immédiatement. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Des familles restées ensemble pendant des années ont été séparées en quelques secondes, souvent sans avoir la possibilité de se dire au revoir. La sélection a été réalisée avec une efficacité redoutable. Les médecins SS, dont Joseph Mengele, évaluaient en un coup d'œil qui survivrait et qui mourrait. Un simple geste vers la gauche ou vers la droite déterminait des destins opposés. Les personnes âgées, les femmes enceintes, les jeunes enfants et les personnes visiblement malades ou affaiblies étaient dirigés directement vers les chambres à gaz sous prétexte de recevoir une douche désinfectante. Ceux qui semblaient suffisamment forts pour travailler furent temporairement épargnés, même si pour beaucoup cela signifiait seulement un chemin plus long vers la mort. Pour ceux qui étaient sélectionnés comme main-d'œuvre, un processus systématique de déshumanisation a commencé. Ils étaient d'abord conduits dans des salles d'enregistrement où ils devaient se déshabiller, abandonnant les derniers biens qui les rattachaient à leur ancienne vie.
Les cheveux étaient entièrement rasés, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Cette pratique, justifiée comme mesure d'hygiène, remplissait également une fonction psychologique: éliminer l'individualité, transformer les êtres humains en unités identiques au sein d'une masse anonyme. L'attribution d'un numéro de prisonnier était l'étape suivante du processus de dépersonnalisation. À l'aide d'un instrument semblable à une aiguille, les responsables du camp tatouaient une séquence numérique sur l'avant-bras gauche de chaque nouveau prisonnier. Cette procédure douloureuse et humiliante symbolisait la transition finale. Ils n'étaient plus des personnes avec des noms, mais des numéros dans un inventaire. Dans l'administration interne du camp, ces numéros ont complètement remplacé l'identité précédente. L'uniforme assigné était composé de vêtements bleus et gris à rayures verticales, fabriqués dans un tissu grossier qui irritait la peau. Les chaussures, souvent des sabots en bois dépareillé ou des bottes usées par un usage antérieur, provoquaient des ampoules douloureuses. Par-dessus ce vêtement de base, chaque prisonnier devait porter un triangle coloré cousu sur sa poitrine, dont la couleur identifiait sa catégorie au sein du système de classification nazi. Prisonniers politiques marqués en rouge, vert pour les criminels de droit commun, noir pour ceux considérés comme antisociaux, violette pour les témoins de Jéhovah, rose pour les homosexuels. Les Juifs, quelle que soit la raison de leur arrestation, portaient un double triangle jaune formant l'étoile de David, souvent superposé à une autre couleur selon leur sous-catégorie. Ce codage visuel permettait aux gardiens d'identifier instantanément le type de détenu, facilitant ainsi l'application d'un traitement différencié. Les Juifs occupaient invariablement le plus bas échelon de cette hiérarchie imposée, recevant les pires tâches et les traitements les plus brutaux. À la fin du processus d'enregistrement, les prisonniers ont été photographiés sous 3 angles différents pour les archives du camp. Ils étaient ensuite assignés à des baraquements spécifiques où un capot, généralement un prisonnier vétéran doté d'une autorité déléguée par les SS, leur expliquait les règles du camp avec un mélange de menaces et d'avertissements. L'aménagement des casernes révèle un autre aspect de la déshumanisation systématique. Les structures conçues pour accueillir un maximum de 700 personnes en contenèrent souvent plus de 1000. Les lits superposés, construits sur 3 niveaux sans matelas adéquats, obligeaient les gens à dormir sur de la paille infestée de poux et de punaises de lit. Chaque centimètre carré était contesté dans une lutte constante pour la survie de base. Dès le début, les nouveaux prisonniers ont compris la dure réalité du camp. Toute désobéissance, toute lenteur ou toute faiblesse pouvait entraîner une punition immédiate ou une exécution. La fumée perpétuelle émanant des cheminées du crématorium, visible de tous les points du camp, servait de rappel constant du sort qui attendait ceux qui faillissaient. Pour les centaines de milliers de personnes qui franchissaient l'entrée d'Auschwitz, couronnée par le slogan cynique « Arbeit macht frei », le travail rend libre, le processus d'entrée marquait le début d'une existence où la mort pouvait prendre de nombreuses formes, par l'épuisement, la maladie, la famine, la violence directe ou, pour beaucoup, dans les chambres à gaz. Un univers parallèle où les normes de la société civilisée ont été suspendues et remplacées par la logique implacable d'un système dédié à la production industrielle de la mort. L'horloge de la mort, comment Auschwitz fonctionnait à l'envers. Le complexe d'Auschwitz n'était pas simplement un lieu de confinement. Il fonctionnait comme une structure d'oppression méticuleusement conçue, où chaque élément de l'environnement physique et chaque aspect du régime quotidien servait un but spécifique, l'exploitation maximale des prisonniers jusqu'à leur épuisement final. L'organisation spatiale du complexe a révélé cette intentionnalité. Auschwitz I, le camp principal, utilisait des baraquements en briques préexistants disposés en rangées ordonnées. Birkenau, ou Auschwitz II, beaucoup plus grand, avait une configuration presque industrielle avec des secteurs différenciés selon les catégories de prisonniers. Camp de femmes, camp familial pour Roms, camp de transit et zone de quarantaine. Monowitz, ou Auschwitz III, fonctionnait essentiellement comme un camp de travail forcé au service de l'industrie allemande IG Farben. L'ensemble du périmètre était entouré de clôtures de barbelés électrifiés disposées en 2 lignes parallèles avec un courant de 6000 volts suffisant pour provoquer une mort instantanée. Entre ces lignes s'étendait un couloir de surveillance constamment patrouillé. Les tours d'observation, stratégiquement positionnées tous les 150 mètres, abritaient des gardes armés de mitrailleuses et de puissants projecteurs pour les heures nocturnes.
Ce système de confinement physique était complété par un régime psychologique de terreur permanente. Dans cette structure, les baraquements affichaient des conditions délibérément inhumaines. À Birkenau, ces installations, conçues à l'origine comme des écuries pour 52 chevaux, abritaient jusqu'à 1000 personnes dans des conditions de surpopulation extrême. Les couchettes en bois, disposées sur 3 niveaux, manquaient de matelas appropriés, obligeant les prisonniers à dormir sur de la paille infestée de parasites. Durant l'hiver polonais, avec des températures descendant fréquemment en dessous de -20 degrés Celsius, le manque d'isolation thermique et de chauffage adéquat provoquait des engelures et une hypothermie sévère. Les installations sanitaires témoignent d'un mépris absolu pour la dignité humaine. Les blocs sanitaires étaient constitués de longues rangées de trous sur des canaux en béton, sans cloison pour assurer l'intimité. L'accès à ces espaces était strictement limité à des heures précises, obligeant des centaines de personnes à satisfaire leurs besoins de base en quelques minutes seulement. Le manque de papier toilette, d'eau courante ou d'installations sanitaires adéquates a transformé ces espaces en foyers d'infection où se propagent des maladies telles que la dysenterie et le typhus. La journée à Auschwitz a commencé brutalement avant l'aube. À 4h30 du matin, un gong métallique annonçait le début de la journée. Les prisonniers n'avaient que quelques minutes pour s'habiller, se laver rapidement s'il y avait de l'eau et préparer la pièce pour l'inspection. Tout retard était puni de coups ou de privation de rations alimentaires. Le premier rituel quotidien, l'appel ou l'appel, était l'une des expériences les plus terrifiantes de la routine. Quelles que soient les conditions météorologiques, pluie torrentielle, forte chute de neige ou températures extrêmes, tous les prisonniers devaient s'aligner en rangées parfaitement alignées sur la place centrale pour être comptés. Ce processus pourrait prendre des heures si les chiffres ne correspondent pas aux enregistrements. Si un prisonnier mourait pendant la nuit, ses camarades de chambrée devaient ramener le corps à la formation pour l'inclure dans le décompte. Après l'appel du matin, la première ration alimentaire de la journée était distribuée. Un liquide sombre et amer qui faisait office de café, généralement sans réelle valeur nutritionnelle. Avec ce petit déjeuner, dans l'estomac, les prisonniers étaient organisés en commandos ou groupes de travail selon leur mission. La marche vers les lieux de travail se déroulait en colonnes ordonnées, souvent au rythme de la musique jouée par des orchestres de prisonniers, une juxtaposition macabre qui intensifiait le sentiment de réalité déformée. Le spectre du travail forcé à Auschwitz couvrait un large éventail d'activités, toutes caractérisées par des conditions extrêmement difficiles et dangereuses. Dans les usines IG Farben de Monowitz, les prisonniers manipulaient des produits chimiques toxiques pour la production de caoutchouc synthétique, Buna, sans protection adéquate, souffrant de brûlures chimiques et d'empoisonnement progressif. Dans les carrières voisines, d'autres extrayaient des pierres en transportant des blocs qui dépassaient leur capacité physique, sous la surveillance de Kapos qui n'hésitait pas à frapper quiconque montrait des signes de faiblesse. Au sein même du camp, de multiples tâches assuraient le fonctionnement des infrastructures, agrandissement des baraquements, dragage des canaux de drainage, entretien des routes et nettoyage des latrines. Un groupe spécifique de prisonniers travaillait dans les entrepôts connus sous le nom de Canada, triant les biens confisqués aux nouveaux arrivants. Vêtements, chaussures, lunettes, prothèses et objets de valeur. Ces objets ont été traités, emballés et expédiés en Allemagne pour être réutilisés dans une démonstration macabre d'efficacité économique. L'administration interne du camp combinait la précision bureaucratique allemande avec un système de contrôle délégué sur des prisonniers sélectionnés. La hiérarchie de l'autorité au sein de chaque caserne commençait par le Blockeltest ou chef de bloc, généralement un prisonnier vétéran, suivi du Stubendienst ou assistant, et enfin des capos en charge de groupes de travail spécifiques. Cette structure a créé un système dans lequel les prisonniers eux-mêmes exerçaient un contrôle sur leurs co-détenus, générant des divisions internes et une complicité forcée avec le système oppressif. Le régime était conçu pour maintenir les détenus dans un état de malnutrition chronique, calculé pour leur permettre de travailler pendant environ 3 mois avant l'effondrement physique. La ration quotidienne dépassait rarement 1300 calories, soit moins de la moitié de ce qui était nécessaire à un adulte effectuant un travail physique intense. Le déjeuner consistait généralement en 1 litre de soupe aqueuse avec des morceaux presque imperceptibles de navets, de pommes de terre ou de choux.
Le dîner se composait de 300 grammes de pain noir, parfois accompagné d'une cuillerée de margarine synthétique ou d'un minuscule fragment de saucisse de mauvaise qualité. La distribution de ces rations a généré des situations de tension extrême parmi les prisonniers. Les responsables de la distribution, des prisonniers occupant des positions privilégiées, privilégiaient souvent les amis ou les compatriotes, tandis que les nouveaux venus ou les plus faibles recevaient des portions encore plus petites. Cette dynamique de survie a érodé les notions conventionnelles de solidarité, même si des exceptions notables ont également émergé lorsque des groupes de prisonniers ont organisé des systèmes de soutien mutuel basés sur la nationalité, la langue ou l'affinité idéologique. L'état constant de faim avait des effets dévastateurs. Le corps consommait d'abord ses réserves de graisse, puis son tissu musculaire et enfin ses organes internes. La progression vers l'état dit musulman, terme du camp pour les prisonniers en phase terminale de malnutrition, était visible. Visage squelettique, yeux enfoncés, mouvements ralentis, incapacité à se concentrer. Ces cas avancés étaient invariablement sélectionnés pour les chambres à gaz lors des inspections médicales périodiques. Le régime disciplinaire d'Auschwitz fonctionnait selon un système de terreur calculé. Les infractions les plus minimes déclenchaient des réactions disproportionnées. Parler pendant le travail, posséder un objet non autorisé, ne pas retirer sa casquette devant un officier SS ou simplement être arbitrairement choisi pour une punition exemplaire. Les méthodes punitives allaient des coups systématiques avec des bâtons de bois jusqu'à des raffinements cruels comme la suspension avec les bras attachés dans le dos, provoquant une luxation de l'épaule et une suffocation progressive. Le bloc 11 d'Auschwitz faisait office de prison à l'intérieur du camp, un lieu redouté même par les autres prisonniers. Leurs cellules comprenaient des espaces de confinement où les punis devaient rester debout dans une cabine de 90 sur 90 cm, sans possibilité de s'asseoir ou de s'allonger pendant des jours. La cour intérieure entre les blocs 10 et 11 abritait le mur noir, où les exécutions par peloton d'exécution étaient effectuées, souvent en public pour servir d'avertissement. Les infirmeries du camp, loin d'être des lieux de convalescence, fonctionnaient comme des antichambres de la mort. L'accès aux soins médicaux était extrêmement restreint et les médicaments étaient pratiquement inexistants. Les prisonniers malades étaient parqués dans des baraquements spéciaux où les conditions encore plus précaires accéléraient leur détérioration. Des examens médicaux périodiques, effectués par des médecins SS, permettaient d'identifier ceux qui étaient trop affaiblis pour travailler et qui étaient envoyés directement dans les chambres à gaz. Les statistiques de survie ont révélé l'efficacité meurtrière de ce régime. Sur les quelques 1 300 000 personnes déportées à Auschwitz entre 40 et 45, plus de 1 100 000 ont péri. La plupart de ceux qui ont survécu l'ont fait parce qu'ils ont été transférés dans d'autres camps avant d'atteindre le point de non-retour physique ou parce qu'ils sont arrivés dans les derniers mois de fonctionnement du camp, alors que le système commençait à se désintégrer face à l'avancée des Alliés. Les chambres à gaz, la véritable machine à tuer nazie. Au printemps 1943, le complexe d'Auschwitz acheva l'installation de son système de mort industrialisé. 4 bâtiments désignés crématoires 2, 3, 4 et 5 se trouvaient à différents endroits à Birkenau, chacun étant méticuleusement conçu non pas comme de simples installations sanitaires, mais comme des unités de traitement humain optimisées pour l'extermination de masse. L'architecture de ces bâtiments reflétait leur fonction mortelle sous une façade de normalité. Les crématoires 2 et 3, construits comme des structures semi-souterraines en briques et en béton, avaient des entrées ressemblant à des installations de désinfection ordinaires. Un couloir central menait à une grande pièce appelée vestiaire, équipée de bancs et de cintres numérotés où les déportés étaient invités à laisser leurs vêtements pour les récupérer plus tard. Cette pièce communiquait directement avec la chambre à gaz principale, un espace rectangulaire d'environ 210 mètres carrés avec des colonnes structurelles, des plafonds bas et de fausses douches installées pour maintenir l'illusion. Les crématoires 4 et 5, de construction plus simple, avaient leurs chambres à gaz au niveau du sol, avec de petites fenêtres hermétiquement fermées par lesquelles les opérateurs SS introduisaient l'agent mortel.
L'intégration des vestiaires, des chambres à gaz et des crématoires dans un seul bâtiment représentait l'aboutissement d'un processus de perfectionnement technique qui avait commencé avec des installations improvisées telles que les bunkers 1 et 2, des chalets adaptés aux premiers gazages expérimentaux. La conception technique de ces espaces mortels combinait des principes d'ingénierie et d'architecture avec la logistique du meurtre. Les portes de la chambre, renforcées de métal et équipées d'épais judas en verre, étaient hermétiquement fermées par des mécanismes à pression. Les systèmes de ventilation comprenaient des conduits d'admission et d'évacuation d'air contrôlés de l'extérieur, permettant d'abord d'introduire le gaz, puis de l'évacuer pour faciliter l'entrée du personnel chargé de retirer les corps. Le plafond des chambres des crématoires 2 et 3 comportait 4 colonnes creuses en treillis métalliques qui perçaient la structure de l'extérieur. À travers ces colonnes, les officiers SS déversaient des cristaux de zyklon B, un pesticide commercial à base d'acide cyanhydrique absorbé dans des granulés poreux. Au contact de l'air, ces cristaux libéraient progressivement le gaz mortel qui se répandait dans toute la chambre. La procédure d'extermination a suivi un protocole établi qui combinait tromperie systématique et efficacité technique. Les transports sélectionnés pour un traitement spécial, un euphémisme administratif pour le gazage immédiat, était dirigé directement de la rampe de chemin de fer vers les crématoires. Le personnel SS et les prisonniers du Sonderkommando maintenaient une atmosphère de calme apparent, indiquant aux nouveaux arrivants qu'ils se déshabilleraient pour une douche de désinfection avant d'être affectés à leur caserne. Une fois à l'intérieur du vestiaire, les officiers SS donnaient des instructions précises. Suspendre les vêtements sur des cintres numérotés pour les récupérer plus tard, garder les chaussures attachées ensemble par les lacets, se souvenir du numéro du cintre. Parfois, de petits morceaux de savon ou de serviettes étaient distribués pour renforcer l'illusion. Ce processus de tromperie s'est poursuivi jusqu'au dernier moment lorsque des groupes allant jusqu'à 2000 personnes ont été emmenés dans la chambre à gaz. Ce n'est que lorsque les portes furent hermétiquement fermées que la véritable nature de la situation devint apparente. Le moment du gazage représentait le point culminant de l'horreur. Un médecin SS supervisait le processus de l'extérieur, tandis qu'un ambulancier introduisait les cristaux de zyklon B par les ouvertures désignées. En quelques minutes, l'acide cyanhydrique libéré a provoqué une asphyxie cellulaire. Les victimes ont ressenti des brûlures aux yeux, une détresse respiratoire progressive, des convulsions et finalement un arrêt cardio-respiratoire. La mort survient généralement dans un délai de 10 à 20 minutes, bien que des variables telles que la température ambiante, le nombre de personnes regroupées et la dose de zyklon B puissent accélérer ou prolonger le processus. L'agencement intérieur de la chambre révélait la dynamique finale et terrible. Les corps étaient souvent retrouvés empilés en forme de pyramide, les plus forts au sommet, après leur tentative désespérée d'atteindre les rares molécules d'oxygène près du plafond. Plusieurs d'entre eux présentaient des signes de saignement de nez et de mousse sanglante dans la bouche et le nez. Les enfants se trouvaient souvent au bas de ces pyramides humaines, instinctivement protégés par leur mère jusqu'au dernier moment. Après le gazage, un système de ventilation forcée a évacué les déchets toxiques pendant environ 20 minutes. Ce n'est qu'à ce moment-là que le Sonderkommando, une unité composée de prisonniers juifs obligés de manipuler les cadavres à chaque étape du processus ultérieur, est entré en scène. Ces hommes, sélectionnés pour leur force physique, opéraient sous la menace constante d'une exécution immédiate s'ils refusaient de participer ou montraient des signes de résistance émotionnelle à la tâche assignée. Le Sonderkommando a mené une séquence macabre d'opérations avec une efficacité industrielle. Ils ont d'abord séparé les corps entrelacés, trouvant souvent des proches enlacés dans leurs derniers instants. Ils ont ensuite arrosé les corps pour éliminer les déchets corporels et les traces de gaz. Ils ont ensuite examiné chaque corps à la recherche d'objets de valeur, bagues cachées, bijoux cousus dans des sous-vêtements, dents en or. Une équipe spécialisée extrayait les dents en or à l'aide d'instruments ressemblant à des pinces, déposant leur butin dans des conteneurs supervisés par des officiers SS. Un autre groupe coupait les cheveux des femmes, qui étaient ensuite emballés dans des sacs pour être expédiés plus tard en Allemagne, où ils étaient utilisés comme rembourrage pour les matelas, comme isolant thermique pour les sous-marins et comme fibre textile industrielle.
Rien n'a été gaspillé dans cette économie macabre. Les corps étaient transportés vers les crématoires au moyen d'un système d'ascenseur dans les crématoires 2 et 3, ou par traînage direct dans les crématoires 4 et V. Les corps étaient placés sur des civières spéciales et introduits dans les crématoires, conçus par la société allemande Topf & Son, spécifiquement pour Auschwitz. Chaque crématorium possédait plusieurs fours d'incinération, 5 fours triples dans les crématoriums 2 et 3 et 2 fours à 8 moufles dans les crématoriums 4 et 5. Ces fours, initialement alimentés au coke puis à un mélange de combustible, fonctionnaient à des températures dépassant 800 degrés Celsius. Bien que techniquement conçu pour incinérer un corps par moufle, la pression pour traiter le nombre maximum de cadavres a conduit à l'introduction de jusqu'à 3 corps simultanément, combinant fréquemment adultes et enfants pour optimiser l'espace. Le processus de crémation prenait environ 30 minutes par charge, après quoi les restes osseux non consommés étaient pulvérisés manuellement avec des maillets métalliques jusqu'à ce qu'ils deviennent de fines cendres. Ces cendres étaient initialement déposées dans des conteneurs, mais avec le nombre croissant de victimes, notamment lors de la déportation massive des Juifs hongrois en 1944, elles ont commencé à être déversées directement dans la Vistule ou utilisées comme engrais dans les champs agricoles environnants. La capacité théorique de crémation atteignit des chiffres stupéfiants, jusqu'à 4416 corps par jour dans les crématoires 2 et 3 réunis et 1920 dans les crématoires 4 et 5. Au plus fort des déportations des Juifs hongrois, entre mai et juillet 1944, ces installations fonctionnèrent bien au-dessus de leur capacité nominale, provoquant de fréquentes pannes mécaniques. Pour compenser, de grandes fosses de crémation à ciel ouvert ont été creusées derrière le crématorium 5, où des centaines de cadavres ont été brûlés simultanément sur des grilles fabriquées à partir de rails de chemin de fer, alimentés par du bois et de la graisse humaine récupérée sur les bûchers funéraires eux-mêmes. Le fonctionnement de ce système nécessitait environ 900 prisonniers répartis en équipes qui garantissaient un fonctionnement ininterrompu 24 heures sur 24. Ces membres du Sonderkommando vivaient isolés du reste du camp dans des pièces adjacentes au crématoire, avec des rations alimentaires légèrement augmentées pour maintenir leur capacité de travail physique. Mais leur sort était scellé. Tous les 3 ou 4 mois, le groupe entier était liquidé et remplacé par de nouveaux prisonniers, éliminant ainsi les témoins directs du processus. Malgré cette rotation systématique, certains membres du Sonderkommando ont réussi à documenter partiellement leur expérience. Des manuscrits enterrés près des crématoires, découverts après la guerre, racontent avec une précision clinique les procédures techniques et avec une humanité déchirante l'impact psychologique de leur travail forcé. Ces « chroniques de l'abîme » écrites par des hommes comme Zalman Gradowski, Leib Langfuss et Zalman Lewenthal constituent des témoignages uniques de l'épicentre de l'extermination. Le 7 octobre 1944, conscients de leur liquidation inévitable, les membres du Sonderkommando organisent une rébellion désespérée. À l'aide d'explosifs bruts introduits en contrebande dans l'usine de munitions de l'Union, où travaillaient les prisonnières du camp de femmes, ils ont attaqué les gardes SS et ont partiellement incendié le crématorium 4. Cet acte de résistance, bien que rapidement réprimé par l'exécution des 451 participants, reste un symbole de dignité humaine face à la machine du génocide. À partir de novembre 1944, en réponse à l'avancée de l'armée rouge, les autorités du camp commencèrent le démantèlement progressif des installations d'extermination. Les crématoires 2 et 3 ont été partiellement démolis à l'explosif, tandis que des parties de l'équipement technique ont été démantelées pour être transportées vers d'autres camps. Ces actions s'inscrivaient dans le cadre d'un effort systématique visant à éliminer les preuves du génocide, qui comprenait l'incendie de documents administratifs et la dispersion de cendres humaines. Cependant, l'ampleur de l'opération d'extermination a empêché sa dissimulation complète. Lorsque les troupes soviétiques libérèrent Auschwitz le 27 janvier 1945, elles trouvèrent des preuves irréfutables, des sections intactes des crématoires, des instruments d'extraction dentaire, des bidons de Zyklon B et des tonnes d'effets personnels des victimes. Ces vestiges matériels,
ainsi que les témoignages de survivants et la documentation administrative récupérée, ont permis de reconstituer avec précision le fonctionnement de cette machine de mort industrialisée qui a représenté l'aboutissement technique et organisationnel du génocide nazi. Les laboratoires de la douleur, le côté le plus pervers de la médecine nazie. Aux abords d'Auschwitz, où la mort était devenue un processus industriel, un autre niveau d'horreur émergeait sous le couvert de la science médicale. À l'intérieur du bloc 10 d'Auschwitz, un et des baraquements désignés à Birkenau, des médecins de formation universitaire ont transformé les principes hippocratiques en leur antithèse. Au lieu de guérir, ils ont délibérément blessé. Au lieu d'atténuer la souffrance, ils l'ont méthodiquement aggravée. Le bloc 10 se distinguait par son apparence extérieure ordinaire, indiscernable des autres bâtiments en briques du camp principal. Cependant, son intérieur avait été adapté en laboratoire humain, salle d'observation, table chirurgicale rudimentaire, équipement à rayon X et espace de confinement pour les sujets expérimentaux. Ici, sous couvert de recherche scientifique, des procédures ont été réalisées qui, dans tout contexte médical ordinaire, auraient été considérées comme des aberrations éthiques absolues. Le personnel médical qui a mené ces expériences n'était pas composé de fanatiques marginaux, mais de professionnels dotés de références académiques irréprochables. Joseph Mengele, peut-être le plus célèbre de ces médecins, était titulaire d'un doctorat en anthropologie et d'un diplôme de médecine de l'Université de Francfort. Karl Klauberg était un gynécologue renommé avec des publications scientifiques d'avant-guerre. Eduard Wirth, le médecin en chef du camp, avait travaillé comme médecin rural respecté avant de rejoindre les SS. Cette combinaison d'une formation scientifique rigoureuse et d'un désengagement moral absolu a créé les conditions d'une perversion systématique de la médecine. Les expériences menées à Auschwitz peuvent être classées en 3 groupes principaux: la recherche génétique, les tests de résistance physique et le développement de méthodes de stérilisation de masse. Chaque ligne d'expérimentation répondait à des objectifs spécifiques du régime nazi, depuis la validation pseudo-scientifique des théories raciales jusqu'aux applications militaires ou démographiques. Mengele a concentré son attention sur les jumeaux, en particulier les garçons, pour leur valeur dans les études comparatives. Sa méthodologie suivait un modèle établi. Après l'arrivée des transports à la rampe, il examinait personnellement les rangées à la recherche de paires de jumeaux. Lorsqu'il les identifiait, il les retirait de la sélection générale, quel que soit leur âge ou leur condition physique, les logeant dans des baraquements spéciaux appelés « zoos de Mengele » par les autres prisonniers. La procédure expérimentale a commencé par une documentation exhaustive, mesures anthropométriques précises, photographies systématiques sous plusieurs angles, moules dentaires et enregistrements détaillés de toutes les caractéristiques physiques. Les jumeaux ont été soumis à des prises de sang régulières, à des ponctions lombaires sans anesthésie et à des radiographies répétées sans protection contre les radiations. Mengele a recherché des corrélations entre les caractéristiques physiques externes et les structures internes, tentant d'identifier des marqueurs génétiques de infériorité raciale. La phase la plus terrible de ces expériences est survenue lorsque Mengele a ordonné des interventions chirurgicales comparatives. L'un des jumeaux a subi une intervention, prélèvement d'organes, fécondation croisée ou inoculation d'agents pathogènes, tandis que l'autre a servi de témoin. Si l'un des deux mourait au cours de l'intervention, le second était tué par injection létale afin de réaliser des autopsies comparatives simultanées. Les organes prélevés ont été conservés dans du formol et envoyés à l'Institut Kaiser Wilhelm de Berlin pour une analyse plus approfondie. Des quelques 3000 jumeaux passés par le laboratoire de Mengele, seuls 200 ont survécu. Les témoignages de ces survivants décrivent non seulement la douleur physique des interventions pratiquées sans anesthésie adéquate, mais aussi le traumatisme psychologique de voir leurs frères et sœurs soumis à des mutilations pendant qu'ils attendaient leur tour. Parallèlement à ces études sur les jumeaux, Mengele a mené des recherches sur des personnes présentant des anomalies physiques congénitales, cas de nanisme, de gigantisme ou d'hétérochromie, yeux de couleurs différentes. La famille Ovitz, un groupe familial d'artistes atteints de nanisme, a été préservée au complet pour ces études. Pendant 18 mois, ils ont subi des extractions systématiques de moelles osseuses, de dents et de fragments musculaires, toujours sans anesthésie. Leur survie était uniquement due à leur valeur en tant que spécimens rares.
Dans un autre secteur d'Auschwitz, le docteur Horst Schumann a mené des expériences de stérilisation par radiation. Sa procédure consistait à exposer les testicules et les ovaires des prisonniers à des doses concentrées de rayons X, puis à observer les effets destructeurs sur les tissus gonadiques. Les hommes ont été placés devant un appareil à rayons X qui dirigeait les radiations directement sur leur partie génitale pendant plusieurs minutes, sans aucune protection pour le reste du corps. Quelques jours ou semaines après l'exposition, Schumann a retiré chirurgicalement les testicules pour une analyse histologique. Ces procédures, souvent réalisées avec des instruments non stérilisés et une anesthésie minimale, ont provoqué de graves infections, une nécrose des tissus et des saignements incontrôlables. Les victimes survivantes ont souffert de brûlures dues aux radiations externes, de douleurs chroniques et en effet d'une stérilité permanente, bien qu'à un coût humain inacceptable pour un programme de stérilisation de masse. Au même moment, au bloc 10, Karl Kloberg développait une méthode alternative de stérilisation féminine non chirurgicale. Sa technique consistait à injecter des produits chimiques irritants directement dans l'utérus, provoquant une grave inflammation qui entraînait des cicatrices et un blocage des trompes de Fallope. Il utilisait une combinaison de formaldéhyde, de nitrate d'argent et d'autres composés caustiques, introduits sous pression sans anesthésie ni conditions aseptiques de base. En juin 1943, satisfait de ses premiers résultats, Kloberg écrivit à Himmler « La méthode de stérilisation non chirurgicale que j'ai mise au point est pratiquement au point. Un médecin expérimenté et 10 assistants peuvent stériliser 1000 femmes en une seule journée. » Cette industrialisation de la stérilisation forcée reflétait la même mentalité qui avait transformé le meurtre en un processus industriel dans les crématoires adjacents. D'autres expériences menées à Auschwitz ont exploré les limites de l'endurance corporelle humaine, souvent avec des applications militaires à l'esprit. Les prisonniers étaient immergés dans des réservoirs d'eau glacée pour étudier les effets de l'hypothermie et pour tester les méthodes de réanimation des pilotes allemands abattus au-dessus de l'eau froide. D'autres ont été soumis à des chambres de décompression, simulant des altitudes extrêmes, souffrant d'embolies gazeuses, de convulsions et de mort par asphyxie tandis que les médecins chronométraient leur endurance. Des tests de tolérance à la soif ont obligé des groupes de Roms à boire uniquement de l'eau de mer traitée chimiquement, observant sa dégradation progressive, conduisant à une déshydratation mortelle. Divers agents infectieux ont également été expérimentés. Typhus, paludisme, gangrène gazeuse, hépatite infectieuse. Les prisonniers ont été délibérément inoculés et laissés sans traitement pour documenter la progression naturelle de la maladie. Des informations potentiellement utiles pour les unités médicales militaires. La froideur clinique de la documentation contraste avec la réalité des souffrances qu'elle enregistre. Les rapports médicaux, rédigés dans un langage technique précis, détaillaient les températures corporelles, les niveaux de conscience et les résultats des analyses sanguines, tout en omettant de mentionner les cris, les supplications et l'agonie des sujets. Les photographies cliniques montraient des lésions, des déformations ou des processus pathologiques, comme si les patients n'étaient que de simples spécimens anonymes plutôt que des êtres humains. La sélection des sujets pour ces expériences suivait explicitement des critères raciaux. Les Juifs, les Tziganes et les prisonniers slaves étaient considérés comme du matériel jetable. Les médecins justifiaient ce traitement par une perversion du serment d'Hippocrate. Ils soutenaient que leur loyauté première était envers le corps national allemand et que la souffrance des individus racialement inférieurs était justifiable si elle générait des connaissances utiles pour la médecine allemande. L'implication institutionnelle a étendu la responsabilité au-delà des médecins individuels. L'Université de Strasbourg, l'Institut d'hygiène SS, l'entreprise pharmaceutique Bayer, qui fait partie d'Ige Farben, et divers hôpitaux universitaires ont reçu des échantillons, des analyses ou des résultats expérimentaux. Cette collaboration universitaire et industrielle a donné un vernis de légitimité scientifique à des procédures fondamentalement criminelles. La destination finale des sujets expérimentaux était prédéterminée. Ceux qui ont survécu aux procédures, souvent avec des dommages permanents, ont été exécutés par injection mortelle de phénol directement dans le cœur pour permettre des autopsies sans modification post-mortem qui auraient faussé les résultats.
Des corps entiers ou des organes spécifiques étaient envoyés à des institutions médicales allemandes pour des études plus approfondies, étiquetés avec des numéros d'identification qui masquaient leur origine humaine. Paradoxalement, la méticulosité bureaucratique nazie a laissé des traces qui permettront plus tard de documenter ces crimes. Les demandes d'équipement, les rapports périodiques, la correspondance interministérielle et les photographies archivées ont fourni des preuves irréfutables lors des procès de Nuremberg et des procédures judiciaires ultérieures. Cependant, de nombreux médecins impliqués ont échappé à la justice. Mengele s'est enfui en Amérique du Sud où il a vécu jusqu'en 1979 sans être jugé. Klauberg, après un bref emprisonnement en Union soviétique, a tenté de reprendre sa pratique médicale en Allemagne avant son arrestation en 1955, mourant avant d'être jugé. L'héritage de ces expériences soulève des dilemmes éthiques persistants. Les connaissances obtenues par la torture et le meurtre sont irrémédiablement entachées, mais certaines observations sur l'hypothermie ou la physiologie extrême ont trouvé leur chemin dans la littérature médicale contemporaine, généralement sans que leur origine soit reconnue. À la suite des procès de Nuremberg, la communauté médicale internationale a élaboré des codes éthiques spécifiques pour la recherche humaine, établissant le consentement éclairé comme une exigence absolue et non négociable. Les rares survivants de ces expériences portent avec eux non seulement des cicatrices physiques, mais aussi un profond traumatisme psychologique. Beaucoup d'entre eux ont souffert de ce que nous connaissons aujourd'hui comme un trouble de stress post-traumatique avec des cauchemars récurrents, une anxiété chronique et une méfiance permanente envers le milieu médical. Pour certains, comme la survivante jumelle Eva Moses-Kor, le chemin vers le rétablissement personnel comprenait l'acte radical du pardon. Pour d'autres, la seule réponse possible était un témoignage persistant qui garantirait que ces événements ne soient jamais oubliés ou répétés. Les femmes d'Auschwitz, violées, battues, oubliées. En mars 1942, sous les aboiements des ordres allemands et le claquement des fouets, un premier groupe de 999 femmes juives transférées du camp de Ravensbrück franchit les portes de Birkenau. Avec leurs têtes fraîchement rasées et leurs corps affaiblis, elles ont marqué la création officielle du camp de femmes d'Auschwitz, un espace où l'horreur générale du complexe a pris des dimensions spécifiquement féminines. La section des femmes était initialement située dans le secteur Bia de Birkenau, une zone rectangulaire bordée de barbelés électrifiés avec une capacité théorique d'environ 20 000 détenus, bien qu'elle puisse en contenir jusqu'à 30 000 en période de plus grande surpopulation. La zone était divisée en sous-sections par des clôtures supplémentaires en fil de fer barbelé, créant des blocs isolés qui facilitaient le contrôle et empêchaient la communication entre les groupes. Les femmes ont subi les mêmes conditions inhumaines décrites ci-dessus dans tout le camp, mais avec des vulnérabilités spécifiques liées à leur statut de femme. L'absence totale de produits d'hygiène menstruelle constituait une forme supplémentaire de dégradation. Les toilettes communes étaient tout aussi rudimentaires, de longues gouttières en ciment avec des robinets largement espacés qui fournissaient de l'eau non potable à heure fixe. L'absence totale de produits d'hygiène, de savon ou de serviettes hygiéniques crée des situations dégradantes, notamment pendant les menstruations. Les prisonniers avaient recours à l'improvisation avec des morceaux de chiffon ou de papier, lorsqu'ils étaient disponibles, les réutilisant nécessairement tout au long de leur vie. Le processus de fouille et de déshumanisation était similaire à celui décrit pour tous les prisonniers, mais comprenait des éléments d'humiliation ciblant spécifiquement les femmes. Pour les femmes juives pratiquantes, les tatouages représentaient également une violation spirituelle, puisque leur foi interdisait les modifications corporelles. La structure administrative du camp de femmes reflétait le système général d'Auschwitz, mais avec ses propres caractéristiques. Initialement supervisé par des gardes SS masculins, le contrôle passa en 1942 principalement à des gardes féminines, les Aufseherinnen, des femmes allemandes recrutées pour le service. Contrairement aux SS, ces gardes n'avaient besoin d'aucune affiliation politique préalable et ne recevaient que 6 semaines de formation avant d'assumer une autorité absolue sur des milliers de prisonniers. Certains Aufseherinnen se sont fait connaître grâce à leur brutalité exceptionnelle. Maria Mandl, la surveillante en chef du camp de femmes, surnommée « la bête », a apporté des améliorations spécifiques aux punitions.
Elle a forcé les prisonnières à s'agenouiller sur du gravier tranchant pendant des heures ou à tenir leurs bras levés en tenant de lourdes pierres jusqu'à ce qu'elles s'effondrent. Irma Grese, âgée d'à peine 20 ans, utilisait un fouet renforcé de fil de fer et lâchait son chien dressé sur les prisonniers faibles. Sous cette supervision externe, l'administration interne fonctionnait par l'intermédiaire d'une hiérarchie de fonctionnaires pénitentiaires. Le Blokowa, chef de caserne, et le Stubowa, chef de section, étaient choisis parmi les prisonniers vétérans généralement non juifs. Ils recevaient des privilèges minimes, des rations légèrement plus importantes, l'accès à des vêtements supplémentaires, en échange du maintien de l'ordre et de la productivité de leurs subordonnés. Cette structure a créé des divisions internes délibérées, sapant la solidarité naturelle entre les victimes. Les femmes détenues effectuaient de nombreuses tâches identiques à celles des hommes, mais certaines missions exploitaient spécifiquement leur statut féminin ou des compétences traditionnellement associées aux femmes. Le régime de travail des femmes dans les champs comprenait diverses tâches, toutes caractérisées par des exigences physiques disproportionnées sur des corps affaiblis par la malnutrition chronique. D'autres prisonniers étaient affectés à des travaux agricoles dans les champs environnants où ils cultivaient des légumes destinés exclusivement aux SS tandis qu'ils subsistaient avec des rations minimales. Les commandos industriels envoyaient des groupes dans les usines voisines, comme l'Union Ordnance Plant, où ils produisaient des composants de munitions par équipe de 12 heures. Les travaux de construction et d'entretien nécessitaient de déplacer des matériaux lourds, de creuser des fossés ou de nettoyer des latrines, souvent dans des conditions météorologiques extrêmes, sans vêtements de protection adéquats. La maternité à Auschwitz représentait une double condamnation à mort. Les femmes identifiées comme enceintes lors de la sélection initiale étaient envoyées directement dans les chambres à gaz. Celles dont la grossesse était révélée après leur admission étaient confrontées avant 1944 à deux sorts possibles. Un avortement forcé, suivi d'un retour au travail, ou une sélection pour des expériences médicales sous la supervision de médecins tels que Karl Klauber ou Joseph Mengele. Les naissances dans le camp avant 1944 se terminaient invariablement par une tragédie. Les accouchements se déroulaient dans des conditions absolument primitives, sans soins médicaux appropriés ni mesures d'hygiène de base. Si la mère et le nouveau-né survivaient à la naissance, ils étaient généralement tous deux envoyés dans les chambres à gaz où, dans certains cas documentés, le nouveau-né était tué par injection létale ou par noyade par le personnel médical SS. Ce n'est que pendant une brève période, en 1944-1945, sur ordre direct d'Himmler en réponse à des considérations politiques changeantes, que certains bébés, nés dans le camp, furent autorisés à survivre avec leur mère. Une pépinière rudimentaire a été créée dans le bloc 17 de Birkenau. Cependant, les conditions de vie restaient si précaires que la plupart de ces nourrissons ne survivaient pas plus de quelques semaines en raison de la malnutrition, de l'exposition au froid ou de maladies infectieuses. Le système disciplinaire appliqué aux femmes détenues comprenait des punitions spécifiquement conçues pour humilier certains aspects de l'identité féminine. Le rasage punitif, pratiqué en public pour des délits mineurs, exploitait le lien culturel entre les cheveux et la féminité. L'exposition forcée, obligeant les femmes à rester nues pendant des heures sur la place centrale du camp, parfois à des températures inférieures à 0, instrumentalise la vulnérabilité physique et la pudeur comme mécanisme de contrôle. Les châtiments corporels administrés par les Offizierinnen étaient particulièrement cruels. Les coups étaient souvent dirigés vers des zones sensibles comme les seins, les organes génitaux ou le bas-ventre, provoquant des dommages reproductifs permanents. Certains gardiens particulièrement sadiques ont développé des techniques personnalisées. Irma Grese était connue pour frapper spécifiquement les seins des jeunes prisonnières. Elisabeth Rupert s'est forcée à faire une gymnastique intense jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Johanna Bormann a utilisé son berger allemand dressé pour attaquer des prisonniers sélectionnés arbitrairement. Les agressions sexuelles systémiques ont pris de multiples formes, allant de la violence directe à la coercition institutionnalisée. Bien que techniquement interdit par les lois raciales nazies, le viol des prisonnières se produisait en toute impunité, notamment lors des transferts ou du travail à l'extérieur du camp principal. La sélection des jeunes femmes pour les bordels forcés établis à Auschwitz était plus systématique, où elles étaient contraintes de servir sexuellement des prisonniers privilégiés comme incitation perverse pour augmenter leur productivité.
Les sélections périodiques dans le domaine féminin ont suivi des critères spécifiques. En plus d'une faiblesse physique évidente, de signes de maladie ou d'une incapacité à travailler, les femmes étaient évaluées sur leur apparence. Les personnes jugées inesthétiques, selon des critères arbitraires, cicatrices faciales, asymétrie corporelle, imperfections cutanées, étaient fréquemment ciblées pour être éliminées, révélant la dimension esthétique perverse du concept nazi de « vie indigne d'être vécue ». Malgré ces conditions, des formes spécifiques de résistance et de solidarité féminine ont émergé. Des familles rurales se formèrent, des groupes de femmes qui partageaient la nourriture rare, prenaient soin les unes des autres pendant les maladies et apportaient un soutien émotionnel essentiel. Ces structures informelles, souvent intergénérationnelles, ont recréé des liens familiaux perdus et augmenté considérablement les chances de survie. La résistance organisée s'est également manifestée parmi les prisonniers. Le cas le mieux documenté est celui de Rosa Robota, Alla Gertner, Regina Saphirstein et Esther Weichblum, qui, alors qu'elles travaillaient à l'usine de munitions de l'Union, ont fait passer en contrebande de petites quantités de poudre à canon cachées dans des ourlets ou enveloppées dans des serviettes hygiéniques de fortune. Ce matériel explosif, livré au Sonderkommando, a permis la rébellion partiellement réussie d'octobre 1944 qui a détruit le crématorium 4. Les 4 femmes ont été capturées, brutalement torturées et pendues en public le 6 janvier 1945. D'autres formes de résistance comprenaient l'éducation clandestine, en particulier parmi les prisonniers polonais, la pratique secrète de rituels religieux et la création artistique. Des poèmes mémorisés collectivement, des chansons transmises oralement et de petits dessins sur des matériaux volés ont préservé des fragments d'humanité dans un environnement conçu pour l'éradiquer. L'enregistrement mental des atrocités avec l'intention explicite d'en témoigner plus tard si l'on survivait constituait un autre acte de résistance, la détermination à ce que le monde connaisse la vérité. À l'approche de l'Armée rouge en janvier 1945, environ 15 000 femmes furent évacuées de Birkenau. Affaiblies par des années de malnutrition et de maladies, contraints de marcher dans des conditions hivernales extrêmes sans abri adéquat, des milliers de personnes ont péri au cours de ces marches de la mort. Les quelques 2000 femmes trop malades pour marcher furent abandonnées dans le camp où les troupes soviétiques les trouvèrent le 27 janvier. Le camp de femmes d'Auschwitz représente un chapitre spécifique de l'horreur plus large de l'Holocauste, un espace où la vulnérabilité de genre s'est croisée avec la persécution raciale et politique, créant des expériences particulières de souffrance. Des quelques 200 000 femmes qui ont traversé les barbelés, seules 30 000 ont survécu. Leurs témoignages révèlent à la fois la profondeur de la souffrance humaine et l'extraordinaire capacité à maintenir la dignité et la solidarité même dans les circonstances les plus extrêmes. La dernière marche, comment les nazis ont tenté d'effacer Auschwitz. À la mi-janvier 1945, le front de l'Est s'effondrait rapidement. Les divisions soviétiques avançaient sur le territoire allemand à un rythme qui alarmait le haut commandement nazi. Heinrich Himmler, conscient des conséquences d'une chute intacte du complexe d'Auschwitz aux mains de l'ennemi, émit l'ordre d'évacuation qui allait déclencher la phase finale de l'histoire du camp. Le 17 janvier, sous un ciel plombé qui laissait présager un blizzard, les commandants SS d'Auschwitz reçoivent le télégramme officiel ordonnant l'évacuation complète du complexe. Il ne s'agissait pas simplement d'une relocalisation logistique, mais d'une opération à double objectif. Empêcher les forces soviétiques de trouver des preuves matérielles de l'extermination systématique et empêcher des milliers de prisonniers, témoins potentiels, de pouvoir raconter ce qui s'était passé. L'administration du camp a immédiatement commencé à préparer cette évacuation massive. Les jours suivants furent remplis d'une activité frénétique. Des équipes de prisonniers sélectionnés ont travaillé sous surveillance armée, détruisant des documents administratifs, démantelant partiellement des installations de gazage et de crémation et effaçant les preuves matérielles du génocide. Les cheminées du crématorium, qui dégageaient une fumée constante depuis des années, ont explosé. La destruction des installations d'extermination a été effectuée à la hâte, mais l'ampleur de l'opération génocidaire a empêché sa dissimulation complète. Il resterait suffisamment de preuves matérielles pour documenter ces crimes. Dans le même temps, des colonnes de prisonniers étaient organisées pour être évacués.
Sur les quelques 67 000 détenus restant dans le complexe, environ 58 000 ont été jugés aptes à partir. Les critères de sélection étaient d'une simplicité brutale. Ceux qui pouvaient se tenir debout seraient évacués. Les autres, environ 9 000 personnes trop malades ou trop faibles pour marcher, seraient abandonnées à leur sort. Entre le 17 et le 21 janvier 1945, en plein hiver polonais, avec des températures descendant fréquemment en dessous de moins 20 degrés Celsius, commencèrent ce que les survivants appelleraient plus tard les marches de la mort. Les prisonniers, regroupés en colonnes de 500 à 1000 personnes gardées par des gardes SS armés, commencèrent leur voyage à pied vers des gares situées entre 55 et 63 km, d'où ils seraient transportés vers d'autres camps de concentration du Reich. Les conditions de ces marches forcées représentaient peut-être l'expression ultime de la cruauté systématique du système concentrationnaire. Vêtus d'uniformes légers en coton rayé, souvent sans manteau ni chaussures appropriées, les prisonniers avançaient sur des routes couvertes de neige. Les réserves de nourriture étaient pratiquement inexistantes. Beaucoup recevaient une seule ration de pain au début de la marche, insuffisante pour plusieurs jours d'efforts physiques extrêmes. Les instructions données aux gardes SS étaient explicites. Tout prisonnier qui tardait, s'effondrait d'épuisement ou tentait de s'échapper devait être exécuté immédiatement. Les témoignages de survivants et de civils polonais qui ont assisté au passage de ces colonnes décrivent des traces marquées par des cadavres dans la neige. Certains prisonniers, sachant qu'ils ne pourraient pas suivre, se sont volontairement éloignés de quelques mètres de la route avant d'être abattus, préférant une mort rapide à la combinaison atroce de l'épuisement et du froid. On estime qu'environ 15 000 personnes ont péri au cours de ces évacuations, tués par suite d'un retard ou par une combinaison mortelle d'hypothermie, d'épuisement et de malnutrition. Les survivants furent transférés dans des camps comme Grossrosen, Buchenwald, Mauthausen ou Bergen-Belsen, où beaucoup moururent avant la libération définitive par les Alliés en avril-mai 1945. Alors que les colonnes d'évacués traversaient le paysage hivernal, Auschwitz était progressivement abandonné. Les derniers contingents SS détruisirent à la hâte les dossiers et firent exploser les charges explosives dans les crématoires restants. Le 23 janvier 1945, ils effectuèrent une inspection finale et commencèrent leur propre retrait vers l'ouest, laissant derrière eux un complexe pratiquement vide, à l'exception d'environ 9000 prisonniers jugés non évacuables. Ces personnes abandonnées, la plupart atteintes de maladies en phase terminale, ont vécu des jours d'incertitude absolue, sans personnel de garde mais trop faible pour s'échapper, sans nourriture organisée mais parfois aidés par des prisonniers qui avaient réussi à se cacher pour éviter l'évacuation. Ils ont survécu dans les limbes entre une mort certaine et une libération qui semblait improbable. Le 27 janvier 1945, les unités avancées de la 60e armée du 1er front ukrainien de l'armée rouge atteignirent finalement le périmètre d'Auschwitz. Les premiers soldats soviétiques à y entrer, dont le lieutenant Elisaveta Gromova, ont été confrontés à des scènes qui défiaient l'entendement humain. Selon les dires documentés du major Anatoly Shapiro, commandant de la première unité à entrer à Auschwitz-Luham, nous ne comprenions pas comment les hommes, les femmes et les enfants que nous avons trouvés étaient encore en vie. C'étaient des squelettes. Ils étaient vêtus d'uniformes rayés trempés et avaient été abandonnés sans nourriture ni eau chaude depuis des jours. Partout dans le complexe, y compris à Birkenau, les soldats ont trouvé des scènes similaires de désolation extrême. Des centaines de corps gisaient sans sépulture parmi les baraquements. De nombreux survivants étaient si affaiblis qu'ils ne pouvaient plus bouger de leur couchette, et certains, en état de choc ou de délire à cause de la fièvre typhoïde, ne comprenaient même pas au début qu'ils avaient été libérés. Les premières actions des Soviétiques furent pragmatiques et urgentes. Des équipes médicales militaires installent des hôpitaux de campagne temporaires dans d'anciens bâtiments administratifs. Les interventions médicales devaient être réalisées avec une extrême prudence. Des cuisines mobiles ont été installées pour fournir de la nourriture, mais de nombreux prisonniers, désespérément affamés, souffraient de graves complications intestinales après avoir ingéré rapidement de la nourriture ordinaire après des années de famine. Environ 300 survivants sont morts dans les semaines qui ont suivi la libération, leur corps étant trop affaibli pour récupérer même avec des soins médicaux.
L'ampleur de la situation sanitaire a rapidement dépassé les ressources militaires disponibles. La population civile polonaise d'Oświęcim et des environs a été appelée à l'aide. Beaucoup ont répondu en apportant de la nourriture, des vêtements et des médicaments, bien qu'il y ait également eu des cas documentés où la population locale, imprégnée d'un antisémitisme persistant, a refusé de fournir de l'aide aux survivants juifs. Parallèlement aux opérations de sauvetage, le processus de documentation systématique a immédiatement commencé. La Commission extraordinaire d'État soviétique pour l'enquête sur les crimes de guerre accompagnait les unités militaires précisément dans ce but.